Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir les conditions de fond et les conditions de forme du mariage. Ces conditions sont à respecter pour la validité du mariage. Le Code civil ne définit pas le mariage, est-ce un contrat ou une institution? Ce n'est bien sûr pas un simple contrat standard. Le nombre de mariages est depuis plusieurs années en baisse et ce malgré l'ouverture du mariage à tous les couples depuis le mariage pour tous de 2013. Cependant, des alternatives existent au mariage, ce qui explique cette diminution, avec notamment le PACS qui s'en rapproche, et aussi les couples en concubinage peuvent également réglementer certains aspects de leur vie commune par des conventions. Intéressons-nous dans un premier temps aux conditions de fond du mariage. Ces conditions de fond peuvent être physiques, psychologiques et morales. Parmi les conditions physiques, nous l'avons vu, la condition tenant au sexe a été supprimée depuis la loi pour le mariage pour tous de 2013. Avant cela, le mariage était contracté entre un homme et une femme, comme le disait le Code civil. La loi de 2013 a modifié cet article. Nous pouvons noter que la Cour européenne des droits de l'homme n'oblige pas les pays à reconnaître la possibilité de se marier à tous les couples. Les pays doivent cependant permettre aux couples une union similaire, ce qui existait en France sous la forme du PACS, même si celui-ci a un régime différent du mariage, bien que ces dernières évolutions lui permettent de s'en rapprocher de plus en plus. L'article 143 du Code civil dispose désormais que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Une deuxième condition est celle de l'âge. Il n'y a pas d'âge maximum pour pouvoir se marier, évidemment. Cependant, il y a un âge minimal. Jusqu'en 2006, l'âge minimal pour se marier était différent pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, il était fixé à 15 ans, alors que pour les hommes, il était fixé à 18 ans. Un homme de 15 ans ne pouvait donc pas se marier alors qu'une femme de 15 ans pouvait se marier. En 2006, l'âge est fixé à 18 ans pour tout le monde. L'article 144 du Code civil nous dit donc maintenant que le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus. Bien sûr, à chaque principe son exception, puisqu'une dispense peut être accordée par le procureur de la République et avec l'accord des parents pour motif grave. Ce sera le cas en présence d'une grossesse de la future épouse, par exemple. On retrouve cette exception à l'article 145 du Code civil et je cite « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. » Enfin, la dernière condition physique est celle d'être en vie. Cela signifie que le mariage in extremis est valide. On retrouvera ce genre de mariage quand l'un des deux époux est mourant et il doit tout de même exprimer quand même son consentement. Cependant, l'appréciation de l'expression de ce consentement sera plus souple selon les conditions propres à la situation du futur époux. Il devra néanmoins être prouvé que celui-ci avait l'intention de se marier auparavant. Qu'en est-il du mariage posthume? Le mariage posthume, c'est quand un des deux époux est décédé. Celui-ci existe, mais à titre exceptionnel. Pour cela, le défunt devait avoir exprimé de son vivant son intention de se marier avec le futur époux ou la future épouse. L'autorisation peut être donnée par le président de la République pour motif grave, et on trouve ce principe à l'article du Code civil 171 qui nous dit que le président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. On retrouve également le mariage posthume à l'article 96-1 du Code civil, je cite « En cas de guerre ou d'opération militaire conduite en dehors du territoire national, pour cause grave et sur autorisation d'une part du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et d'autre part du ministre de la Défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'État, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'État, sans que le futur époux comparaisse en personne, et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après. L'intérêt du mariage posthume était l'établissement d'une filiation légitime, par exemple quand la future épouse était enceinte au moment du décès. Nous le verrons, la filiation légitime et la filiation naturelle ne sont plus traitées différemment, donc cela perd peut-être de son intérêt.
Toujours dans les conditions de fond, nous allons maintenant nous intéresser aux conditions morales, avec en premier lieu l'interdiction de la polygamie. L'article 147 du Code civil nous dit que on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. En second lieu, l'inceste est interdit. Certaines unions sont interdites de manière absolue, d'autres peuvent être autorisées par le président de la République pour cause grave. Parmi les unions absolument interdites qui ne peuvent donner lieu à dispense, on retrouve un mariage entre parents en ligne directe, c'est-à-dire parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. C'est plutôt logique. En mariage absolument interdit, il y a également les mariages entre frères et sœurs. Sont également interdits les mariages entre alliés en ligne directe, c'est-à-dire un beau-père avec sa belle-fille, une belle-mère avec son gendre à la suite d'un divorce. Attention, à la suite d'un divorce. Quant à l'adoption, l'article 361 nous dit que le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé, premièrement, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants. Deuxièmement, entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant, donc un pacte réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un acte civil de solidarité de l'adopté. En ce qui concerne les interdictions relatives à l'inceste, mais pouvant être l'objet d'une autorisation par le président de la République, on retrouve du coup le mariage entre alliés en ligne directe, par exemple, mais dans le cas où le mariage ayant créé cette alliance a été dissous par décès. Donc, le beau-père pourra épouser son gendre ou sa belle-fille si le mariage a été dissous par décès. De même, la belle-mère pourra épouser son gendre ou sa belle-fille si le mariage a été dissous par décès. Par contre, si la dissolution a eu lieu par le divorce, l'interdiction ne peut pas faire l'objet d'une dispense, c'est une interdiction absolue. On retrouve également parmi les mariages faisant l'objet d'une interdiction relative et donc pouvant être autorisés par le président de la République, le mariage entre les collatéraux au troisième degré, c'est-à-dire par exemple la nièce et l'oncle. Oui. Enfin, citons la suite de l'article 361 du Code civil concernant l'adoption. Le mariage est prohibé, premièrement, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant, réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un acte civil de solidarité de l'adopté. Donc ça, on l'avait déjà mentionné. Troisièmement, entre les enfants adoptifs du même adoptant. Quatrièmement, entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées au troisième et quatrième ci-dessus, donc entre les enfants adoptifs du même adoptant ou entre l'adopté et les enfants de l'adoptant, peuvent être levées par dispense du président de la République s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au deuxième ci-dessus, donc entre l'adopté et le conjoint ou entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée. Donc vous le voyez, il y a une plus grande tolérance quand les mariages précédents étaient dissous par le décès, puisque par le divorce, c'est un non absolu. Au niveau des conditions de fond, il nous reste donc à voir les conditions psychologiques. Celles-ci touchent au consentement des futurs époux et à la capacité des futurs époux. Le consentement doit exister, comme nous le dit l'article 146 du Code civil, et je cite « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». C'est le fameux « oui » que doivent échanger les mariés au moment de l'union. Bien sûr, ce consentement exprimé oralement peut quand même dissimuler un mariage blanc, on parlera alors de mariage simulé. Il s'agira d'un mariage simulé lorsque le but poursuivi par les futurs époux est étranger à l'union matrimoniale, par exemple contracter un mariage à des fins successorales ou aux fins de l'obtention d'un titre de séjour pour l'un des deux époux, sans aucune intention de se marier réellement.
L'article 175-2 du Code civil nous dit que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu dans les 15 jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. L'absence de consentement peut également trouver sa source dans l'insanité d'esprit. L'article 180 nous dit que le mariage, qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérentielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Enfin, les époux doivent être capables. Pour le cas du mineur, l'article 145 nous dit qu'il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. À cela, l'article 148 rajoute que les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. En cas de dissentement entre le père et la mère, donc s'ils ne sont pas d'accord, ce partage emporte consentement. Il y a donc une double condition pour que le mineur puisse se marier. Il doit obtenir l'accord de ses parents et également une dispense du procureur de la République pour motif grave. Pour ce qui est du majeur protégé, il faut se reporter à l'article 460 du Code civil. Celui-ci nous dit que la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qui l'assiste ou représente. Il s'agit donc d'une information alors qu'auparavant c'était une autorisation préalable qui était nécessaire. Ce sera le cas que l'on soit en présence d'une tutelle ou d'une curatelle. Le tuteur ou le curateur ainsi informé pourra faire opposition au mariage. Passons maintenant aux conditions de forme du mariage. Certaines formalités sont antérieures à la célébration du mariage, d'autres ont lieu pendant la célébration, et enfin, il faut pouvoir apporter la preuve du mariage ainsi célébré. En ce qui concerne les formalités préparatoires au mariage, certaines vérifications sont à faire et il faut également publier les bans. L'article 63 nous dit que la célébration du mariage est subordonnée, premièrement à la remise pour chacun des futurs époux des indications aux pièces suivantes, les pièces exigées par les articles 70 et 71, la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique, l'indication des prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère. Le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460. L'article 70 ainsi mentionné dispose que chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance qui ne doit pas dater de plus de 3 mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français. Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance. Une audition préalable des époux peut également être possible afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage simulé. Ensuite, les bans doivent être publiés. L'article 64 du Code civil dispose que le mariage ne pourra être célébré avant le 10e jour depuis, et non compris celui de la publication des bans.
Le procureur de la République peut accorder une dispense de ce délai pour cause grave. Les bans permettent une information de tous afin que l'opposition au mariage puisse être soulevée le cas échéant. En ce qui concerne la célébration du mariage, l'article 74 du Code civil nous dit que le mariage sera célébré au choix des époux dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. Ensuite, la célébration doit être publique. C'est pour ça que les portes de la mairie restent ouvertes. Les époux doivent venir personnellement à leur mariage, il n'y a pas de dérogation là-dessus. C'est un officier d'état civil qui assure la célébration, la cérémonie est républicaine et 2 témoins au minimum, voire 4 témoins au max, sont nécessaires. Enfin, un acte de mariage sera établi par l'officier d'état civil, comme nous le dit l'article 76 du Code civil, je cite « En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.